commencer, j'en profite, très succinctement pour, remercier, nos 2 invités pour avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui, et de nous parler de la pratique, des hackers éthiques. Donc, on a avec nous, Alexis, Vernet qui est expert en cybersécurité et qui est, lui-même, hacker éthique, donc qui va nous éclairer sur, son quotidien, en tant que, hacker éthique et maître, Djamel Bellahouti qui est avocat en cybercriminalité au barreau de Marseille et qui va nous parler du, cadre légal, de ce métier, des sanctions encourues, par les hackers et puis, sur les modalités, qui permettraient de, limiter, les risques. Je tiens aussi donc, à remercier, toute la communauté, Jurisconfort qui a participé à l'organisation de cet événement et à sa promotion et plus particulièrement, le comité restreint, donc Stéphane qui est aussi fondateur de Jurisconform, Alexandre, Kaba, Désiré, et Manar. Donc le programme d'aujourd'hui est plutôt dense et nous avons seulement, 1 heure devant nous pour couvrir, tous les, sujets, autour de ce métier. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel, avec, une brève, présentation du jurisconforme, de ses activités et puis introduire rapidement le sujet. Ensuite, on aura la présentation du thème, par, nos 2 panélistes. Hem Ensuite, on aura un échange avec les panélistes, donc on pourra aborder, certains sujets, d'actualité et enfin, si on aura du temps, vous pourrez, leur poser des questions et eux, ils essayeront d'y répondre. Donc comme indiqué, je voudrais commencer, par une petite présentation de Jurisconform et de ce qui se cache, derrière Jurisconform. Donc Jurisconform est une communauté qui regroupe, une quarantaine de spécialistes, en conformité. Une communauté qui a été fondée par, Stéphane, il y a plus d'1 an dans l'objectif de vulgariser, des sujets d'actualité juridique et de sensibiliser le public, à l'usage du numérique. Stéphane, tu me dis si, s'il y a d'autres précisions à apporter, voilà, à ton idée d'origine quand tu as fondé Jurisconform. Et puis l'activité s'est petit à petit, développée et nous avons commencé à avoir des ambitions un peu plus grandes et on a décidé de se lancer, de tenter un peu l'expérience aussi, d'organiser des événements publics qui sont entièrement gratuits. Donc voilà, des webinaires, des conférences, comme celle d'aujourd'hui, où des grands spécialistes de la conformité, sont invités pour nous parler de leur, expérience et vulgariser, des notions qui, voilà, à premier abord sont, ou peuvent paraître, inaccessibles pour le public. Jurisconform, réalise aussi des formations et des, séances de sensibilisation. Donc, sur notre site, internet, vous trouverez déjà des formations, existantes et puis, voilà, il y en a d'autres qui vont arriver, au fur et à mesure. Et enfin, le réseau, Jurisconform accompagne aussi des entités, publiques et privées dans leurs projets de mise en conformité, donc grâce au réseau qui compose, voilà, la communauté Jurisconform. Donc sur des sujets de conformité au RGPD, de transformation numérique, voilà, de manière générale, de sécurisation des systèmes d'information et sur des nouvelles, réglementations comme, DORA et NIS2, qu'on a déjà abordé, lors d'un précédent, webinaire que vous trouverez, également sur la chaîne YouTube, de Jurisconform. Et vous trouverez toutes ces informations donc sur le site internet, de Jurisconform et nous sommes aussi présents sur, les réseaux sociaux, donc LinkedIn, où on publie, régulièrement des articles, des infographies, sur des sujets qui nous passionnent. Mais aussi sur, Facebook, Instagram et YouTube, où vous pouvez retrouver donc toutes les conférences et interviews déjà réalisées et pour rappel aussi donc le webinaire, le replay du webinaire d'aujourd'hui. Donc si, ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller, jeter un coup d'œil. Maintenant, on va revenir au sujet qui nous réunit, aujourd'hui.
Donc la pratique, des hackers éthiques et notamment les risques et les opportunités, de ce métier. Donc aujourd'hui, grâce à nos 2 spécialistes, on va essayer de démystifier, le métier de hacker éthique pour lequel, voilà, on a encore des fausses croyances qui subsistent. Si, je te laisse, la main pour, commencer à nous présenter, ton métier, le quotidien, nous parler un peu de ton, parcours académique, de ta volonté de faire ce métier et je sais que tu nous as préparé aussi une petite surprise, une petite, démonstration de ton activité donc je te laisse la main. Alors tout d'abord, je vais me présenter brièvement. Voilà, j'ai plus de 6 ans d'expérience dans la cybersécurité. Auparavant, j'ai travaillé dans une première société dans laquelle je mettais en place des systèmes de détection et de prévention d'attaques. Je faisais également ce qu'on appelle de la réponse à incident, c'est-à-dire une fois que un serveur s'est fait attaquer, de remettre les systèmes sains, donc les cloisonner les systèmes vérolés et ensuite les remettre euh, de façon à ce qu'ils soient plus compromis. Et puis par la suite, je me suis épanché sur la partie audit et notamment ce qu'on appelle les tests d'intrusion, les pen tests. C'est-à-dire, l'objectif de ce métier-là est de détecter les failles avant qu'un malveillant ne le fasse, afin de, euh, afin de proposer un correctif qui va supprimer la faille du système d'information. Donc, je vais vous présenter brièvement ce qu'est le métier d'hacker éthique et je n'hésiterai pas à répondre à vos questions si vous en avez. Alors, qu'est-ce que le hacking éthique? Alors, afin de vous présenter ce métier, je vais tout d'abord présenter quelques éléments de contexte, les objectifs de ce métier, pourquoi évidemment faire appel à un hacker éthique, les prestations et comment se déroule justement ce genre de prestations. Alors, il faut savoir que selon le rapport du CESIN 2022, 54% des entreprises se sont faites attaquer en 2021, que ce soit sous différentes formes, piratage, arnaque, ingénierie sociale, hameçonnage. Et donc, à cette époque-là, déjà, il y avait environ 20% de chances de se faire attaquer son infrastructure informatique ou de se faire attaquer par ingénierie sociale. Ce qu'on appelle ingénierie sociale, ce sont les campagnes de phishing, par exemple, qu'on peut retrouver assez fréquemment. Alors, le problème, c'est que ce genre de procédé provoque un impact qui est assez important sur la société. Déjà, tout d'abord, il y a un impact sur la notoriété, la réputation de l'entreprise en prend un coup, puis il peut y avoir des fuites de données qui peuvent endommager les salariés ou les clients également, notamment lorsqu'il y a usurpation d'identité. Il peut y avoir détérioration du matériel et évidemment interruption du business. On peut bloquer tout le parc informatique et donc les entreprises se retrouvent sans activité. L'objectif d'un hacker éthique, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de détecter vos vulnérabilités humaines et informatiques pour mesurer votre niveau de sécurité afin de l'améliorer. En fait, une fois qu'on a détecté les failles, on va vous sensibiliser sur les rémédiations, c'est-à-dire qu'on va vous proposer des correctifs et on va vous accompagner à mettre en place ces correctifs afin que ces failles n'existent plus sur le système. Et il y a un troisième penchant sur cette activité, c'est que on conseille avec pédagogie, c'est-à-dire que euh, le fait d'apporter cette expertise va enseigner une autre approche de la compréhension de son propre système d'information. C'est-à-dire que le client, il va se retrouver à découvrir certaines choses sur son propre système d'information et, euh, et afin d'éviter qu'il réeffectue certaines mauvaises pratiques. Pourquoi faire appel à un hacker éthique? Alors, il y a plein de raisons. Tout d'abord, ça vous permet d'avoir un état de l'art de votre niveau de sécurité. Donc, ça, va- ça vous permet de savoir où vous situez sur l'échelle de la sécurité, on va dire. Ça vous permet d'améliorer la conformité qu'il peut y avoir vis-à-vis de votre politique de sécurité du système d'information ou d'une norme. À savoir que certaines entreprises sont obligées de répondre à certaines normes, par exemple le RGPD. Ça permet de prévenir les cyberattaques, maintenir la sécurité des systèmes d'information, en apprendre plus sur ses propres systèmes et sensibiliser les collaborateurs aux risques cyber.
Il existe différents types de prestations. Alors, il faut savoir que lorsqu'on effectue un audit, on l'effectue en accord avec l'ISO 19011. Il existe, grosso modo, j'ai simplifié, deux types de prestations, l'ingénierie sociale et l'audit. Je vais en parler par la suite. Et il existe différentes formes d'audit qu'on appelle boîte noire, boîte grise et boîte blanche. Alors, l'ingénierie sociale, c'est ce qu'on retrouve comme les campagnes de phishing, les SMS qui vous font croire que vous devez payer une amende, les mails qui vous font croire que, que- qu'il faut vous connecter sur tel site ressemble au site de votre banque, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'objectif, c'est de hacker le cerveau humain, c'est-à-dire qu'on va utiliser des leviers psychologiques pour vous solliciter et vous solliciter pour cliquer sur tel lien et renseigner telle information. L'objectif est donc par exemple, de récupérer vos mots de passe et autres informations si possible. Quant à l'audit, alors, il existe différents types d'audits. Audit de configuration, audit de code source, test d'intrusion, red team, on en retrouve de plein de types. Mais avant tout, on va aborder, voilà, par exemple, le cas du test d'intrusion. Le test d'intrusion peut s'effectuer de trois sortes, boîte noire, boîte grise, boîte blanche. C'est-à-dire, le client, il nous demande, voilà, on veut voir s'il y a des failles sur notre système d'information. Eh bien, vous allez le faire en boîte noire. C'est-à-dire qu'on va vous fournir juste le nom de domaine, par exemple, du site web, et vous allez devoir, juste avec cette information, trouver des failles et les exploiter. Dans le second cas, la boîte grise, euh, le client va vous fournir plus d'informations. C'est-à-dire, il va vous fournir, par exemple, un document d'architecture du réseau, un compte sur le site web, etc. Et boîte blanche, il vous donne même le code source du site web. Il existe plusieurs types de prestations. Donc, tests d'intrusion interne, externe, applications et sites web, applications mobiles, applications lourdes, TPN, VPE, des systèmes exotiques tels que les voitures, donc le hacking de voitures, le hacking des avions, la radiofréquence. Et aussi également, dans la partie Red Team, notamment, on retrouve l'intrusion physique, l'ouverture fine, c'est-à-dire réussir à ouvrir une serrure, ouvrir une porte en exploitant les failles d'une serrure ou réussir à trouver une faille dans les badges, dans le lecteur de badge RFID, par exemple. Et donc, ces différents types de prestations nécessitent plusieurs compétences et des compétences larges, c'est-à-dire des compétences en test d'intrusion, en ingénierie inverse, c'est-à-dire l'art de comprendre comment un programme il fonctionne, l'exploitation de vulnérabilités sur les programmes et parfois même de l'électronique. Donc, des fois, le hacker éthique a besoin de s'y connaître en électronique en fonction de la prestation qu'il doit effectuer. Un test d'intrusion s'effectue en plusieurs phases. Tout d'abord, il y a une phase de reconnaissance, c'est-à-dire que l'auditeur, il va essayer de trouver un maximum d'informations sur la cible. Par la suite, il va essayer de rechercher s'il y a des vulnérabilités et ensuite les exploiter. Et une fois qu'il a un premier pas sur la machine, il va essayer d'avoir tous les privilèges sur cette machine, c'est-à-dire ne plus être limité. Et ensuite, si par exemple dans le champ d'audit, c'est-à-dire la cible, c'est le site web et les machines qui sont interconnectées au site web, bah, du coup, on va pouvoir réitérer cette phase de reconnaissance, cette phase de recherche de vulnérabilité, d'exploitation de vulnérabilité, d'escalade de privilèges sur les autres systèmes. Et à la fin, l'objectif, c'est d'avoir un rapport où on vous dit, voilà les failles, voilà leur criticité, voilà comment euh, on a exploité les vulnérabilités et voilà comment il faut faire pour que cette faille n'existe plus sur le système d'information. Voici un exemple qu'on pourrait retrouver de rapport sur, euh, sur une vulnérabilité. Donc, ça, ce serait une partie du rapport. Voilà, on retrouve bien qu'il y a différents éléments qui sont importants pour l'analyse de risque. Par exemple, le RSSI va avoir besoin de certaines informations telles que la criticité de la vulnérabilité, les différents impacts sur la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la priorité de mise en œuvre pour pouvoir savoir quelle faille il faut corriger en premier et dans quel délai. Une prestation se déroule ainsi. On a tout d'abord une phase préliminaire avec le client qui nous a demandé voilà, d'effectuer un audit sur tel site web qui leur appartient. On effectue une réunion d'ouverture dans laquelle on va expliquer comment on va effectuer la prestation, le déroulé de la prestation. Ensuite, on effectue la prestation. Ensuite, une réunion de clôture dans laquelle on va faire une synthèse exécutive pour le COMEX, le DSI, le RSSI,
mais aussi un peu technique, un peu détaillé sur certaines vulnérabilités critiques et faire un sommaire, évidemment, des vulnérabilités rencontrées ainsi que les contre-mesures qu'il faut effectuer. Et enfin, il y a le rapport qui doit être envoyé, dans lequel il y a de façon exhaustive toutes les vulnérabilités ainsi que les rémédiations et la priorité de rémédiation. Et enfin, l'auditeur détruit les preuves une fois que le rapport est envoyé et que le client donne son accord. Parce qu'il est important de préserver la confidentialité de la prestation et donc des données éventuellement qui ont rencontré, que l'auditeur a, a dû, par exemple, exploiter ou pas. Enfin, euh, les modalités contractuelles, un audit est défini dans un cadre spatio-temporel. Il y a une cible définie et il y a le consentement du client. Ce sont les trois prérequis et je laisserai Jamel s'étendre un peu plus à ce sujet. Avant de commencer, euh, je vais vous expliquer. Euh, on a un site web et l'objectif, ça va être d'exploiter une vulnérabilité qui permet de retrouver, par exemple, les identifiants de connexion. Donc, c'est comme si vous aviez une page Instagram et que l'objectif, ça va être de retrouver le login et le mot de passe pour pouvoir vous y connecter. Il faut savoir qu'un site web est généralement interconnecté avec un serveur de base de données. OK? Et lorsqu'il communique avec ce serveur de base de données, euh, il effectue des requêtes particulières. Souvent, si c'est un serveur MySQL, ça va être des requêtes SQL. Voilà. Donc, du coup, l'objectif, ça va être de mettre, en lieu et place de mettre un nom d'utilisateur classique, ça va être de créer une requête dans laquelle il va y avoir du langage SQL, donc du langage interprété directement par la base de données. Et donc, l'objectif, ça va être de deviner les différents caractères du mot de passe au fur et à mesure à l'aide d'un temps de réponse. C'est-à-dire que le serveur, si le caractère il est bien compris dans le mot de passe, bah, du coup, il y a un temps de réponse de 2 secondes. Sinon, il y a un temps de réponse classique de moins d'une seconde. Et donc là, on a donc ce site web, voilà, dans lequel il y a un CAPTCHA. Voilà, on renseigne des informations n'importe comment. Là, on a mis un faux CAPTCHA, on a vu qu'il nous redemande nous authentifier. À savoir que Toto n'est pas inscrit dans la base de données. Voilà ce qui se passe lorsque on renseigne un mauvais utilisateur. Voilà, on nous redirige sur une image pour nous montrer que c'est pas la bonne façon de se connecter. Donc là, l'objectif, ça va être clairement de retrouver le mot de passe du compte admin. Ici, on a lancé un script qui le devine. Le mot de passe est hacker. Donc, je vais vous expliquer comment exactement on effectue cette exploitation. Là, on a une ligne SQL. C'est le serveur web qui effectue cette requête auprès de la base de données. Et dans la partie $post username, c'est là où en fait on va remplacer par Toto et test. Et donc ça va être, l'idée, ça va être de remplacer Toto par une requête SQL, comme je vous l'ai expliqué, directement craftée. Comme ici, admin and password like binary, etc. Donc, si le caractère H4CK3R est bien compris dans le mot de passe, le serveur va nous répondre au bout de 2 secondes seulement. Et donc, c'est ainsi qu'on saura que on a retrouvé le bon mot de passe. Donc, je vais passer un peu la vidéo parce que c'est un peu long là. Voilà. Donc, en fait, ça revient à écrire à la place de Toto ici le mot de passe. Là, on a cliqué sur le truc et il a mis 2 secondes à répondre. Donc, ces caractères sont bien compris dans le mot de passe password. Donc là, si on tape hacker, on va pouvoir se connecter et on va tomber sur une page qui nous dit
well done. Voilà. Contrairement à tout à l'heure où il y avait une image d'un troll. Et en fait, là, c'est la démonstration de l'attaque. On voit que il teste plein de caractères. Voilà. Il teste plein de caractères, le U, le V, le W, etc. Jusqu'à trouver le H. Hop, il y a eu un temps de réponse de 2 secondes, donc c'est bon. Le 4, temps de réponse de 2 secondes, donc c'est bon, etc. Et ça, c'est parce que le développeur n'a pas ce qu'on appelle blindé les inputs. C'est-à-dire qu'il euh, n'a pas modifié, encodé certains caractères en HTML, donc encoder certains caractères pour éviter que ce soit interprété par la base de données. Voilà à peu près tout pour ma présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à Diamel pour nous expliquer un peu pourquoi ça peut poser problème d'un point de vue juridique et quelles sont les dispositions législatives, légales qui nous permettraient soit d'attaquer, soit d'encadrer cette pratique, que ce soit enfin, pour les hackers comme pour les entreprises de façon générale. Parfait, merci de me passer la main. Donc, je remarque que Alexis a quand même mangé pas mal de temps, donc je vais essayer d'être quand même le plus synthétique possible pour qu'on puisse rattraper le temps et laisser de la place aux questions des participants. Le temps que je partage ma présentation, donc Jamel Belloussi, avocat en cybercriminalité. Donc, dans ce cadre-là, j'assiste les personnes qui se font hacker et les hackers, c'est-à-dire malveillants et également éthiques, et notamment les hackers éthiques. Je les accompagne sur tout ce qui concerne leur responsabilité juridique, soit civile et pénale, afin de les protéger un maximum. Et ce qu'il faut comprendre surtout, c'est s'il y a une idée à retenir. La première, c'est que déjà, hacker éthique n'existe pas en droit français. C'est pas un statut. Ça n'existe pas. Et dès lors, vous n'avez pas de protection spécifique. C'est pas parce que vous dites je suis hacker, je suis éthique. En plus, on ne sait pas ce que ça veut dire être éthique. C'est un terme qui sort un peu de nulle part et qui ne veut juridiquement rien dire. Donc, vous pouvez être lanceur d'alerte, mais bonne chance pour ça. Vous avez l'article 122-9 du Code pénal qui amène à une irresponsabilité pénale, mais vous avez que, par exemple, tout ce qui est lié à la corruption, à la transparence, à la modernisation de la vie économique. C'est-à-dire, si vous faites du hacking au sein d'une société qui fait peut-être de l'évasion fiscale. Mais bonne chance, c'est plutôt pour ceux qui aussi aiment le risque ensuite d'habiter dans une ambassade, par exemple comme Snowden ou autre, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui vous protège. La seule protection en droit français, c'est que quand vous signalez à une autorité publique une vulnérabilité au sein de leur système informatique, eux, ils n'ont pas l'obligation de signaler ça au parquet. Normalement, ils ont une obligation. C'est l'article 40, donc il y a un article de Code de la défense qui leur dit, dans ce cadre-là spécifique, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas besoin de faire cette déclaration. Juste pour avancer, donc en droit belge, on a eu une protection très récemment, donc les 4 critères. De toute façon, vous aurez la présentation pour gagner un peu de temps, mais en tout cas, on voit que l'idée, c'est toujours pas une idée malveillante, toujours dans le but aussi d'améliorer la sécurité informatique et aussi dans le but de les signaler à une autorité compétente. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que la hacker éthique a un risque pénal très élevé. Et ce risque pénal est sur 3 niveaux dans le code pénal français, c'est-à-dire vous avez les atteintes au système de traitement automatisé de données, ce qu'on appelle les STAD, c'est-à-dire tout simplement tout système informatique que vous pouvez imaginer sans rentrer dans les détails. Vous avez bien évidemment les atteintes aux droits de la personne, c'est maintenant avec les RGPD, les données personnelles, dès que vous touchez un système informatique, vous touchez aussi aux données, donc vous touchez aux personnes qui sont propriétaires ou dont relèvent les données. Dans le même esprit sont les atteintes à la vie privée. Et après, vous avez aussi toutes les infractions de droit commun, comme Alexis l'a montré, surtout en termes d'ingénierie sociale, où souvent vous pouvez être demandé, par exemple, d'utiliser des faux ou d'aller prendre une base de données à l'extérieur, etc. Et vous pouvez très vite rentrer dans le coup d'une infraction très classique, comme le recel, l'abus de confiance, le vol, le faux, l'escroquerie, etc. Donc ça, c'est les 4 gros risques pénaux pour le hacker éthique au niveau des stades. Donc, en soi, vous avez clairement tout ce qui est au niveau
Donc, tout ce qui concerne à la fois quand vous vous maintenez dans un système informatique, quand vous y accédez frauduleusement et quand vous modifiez. Ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple dans le cadre d'une mission d'un hacker éthique, par exemple, Alexis peut être amené à pouvoir y accéder, mais dans un cadre spécifique. Donc, dès lors qu'il dépasse ce cadre, ben, il rentre dans le coup de cette infraction pénale. C'est-à-dire, si on lui a dit, vous avez le droit de modifier, mais pas supprimer des données, et qu'il a supprimé des données dans le système informatique, ben, il est concerné par ça. Ensuite, vous avez bien évidemment tout ce qui concerne les atteintes à la vie privée. C'est-à-dire, ça, c'est l'usurpation de l'identité ou faire usage de plusieurs données, etc. Le hacker éthique, normalement, s'il a un esprit plutôt bienveillant, il ne devrait pas rentrer là-dedans. Mais il faut toujours faire attention parce qu'on peut être amené à utiliser des données sensibles qui, par exemple, on a demandé d'aller sur le darknet, d'aller chercher des données, d'en faire usage, etc. Et ensuite, si on voit qu'il y a une usurpation d'identité de quelque part, on peut avoir une responsabilité qui est engagée. Et après, il faut revenir aussi dans tout ce qui est aussi l'obligation RGPD pour la hacker éthique, qui est aussi tenue par ça. C'est-à-dire que s'ils ne respectent pas les obligations du RGPD, ils rentrent dans le cadre aussi des infractions pénales qui sont dédiées à cet effet. Juste au niveau de la présentation. Donc, et finalement, on a les infractions de droit commun. Ça, il faut vraiment dire le faux et l'usage de faux. Ça peut très vite arriver, surtout sur de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire on demande de jouer sur l'émotion des gens ou, par exemple, on va dire, essayer d'obtenir des crédits au sein d'une banque avec des faux documents pour savoir si le process qui a été fait en interne au niveau de la banque fonctionne bien pour qu'on remarque c'est un faux, on ne sort pas le crédit. Et là, encore une fois, c'est-à-dire sans un cadre contractuel bien défini avec l'entreprise qui vous mandate, ou la banque en l'occurrence qui vous mandate, vous constituez l'infraction de faux et usage de faux. C'est-à-dire pénalement, vous êtes responsable. Le recel, bah, très rapidement, on rentre très vite sous le coup du recel. Par exemple, on va chercher des données sur le darknet qui ont été volées. À partir du moment où on les télécharge, on les détient, on est sous le coup du recel de vol de données. Le vol de données est très vite aussi constitué si vous sortez du cadre de votre mission et vous téléchargez des données auxquelles vous n'avez pas accès. L'abus de confiance, l'escroquerie, par le manque de temps, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un peu plus technique, mais en tout cas, il faut vraiment faire très attention à partir du moment où vous êtes mandaté en tant qu'hacker éthique de faire, d'aller chercher des données, d'user des documents. Il faut toujours se poser les questions. Est-ce que je suis dans un cadre légal qui me protège? Donc, en résumé, s'il y a quelque chose vraiment à retenir, c'est que vous n'avez pas de statut particulier en tant qu'hacker éthique qui vous protège. Lanceur d'alerte, très honnêtement, oublié complètement, même si, bien évidemment, vous croyez que vous êtes de bonne foi et que vous allez sauver le monde. Vous avez bien raison, c'est une très belle initiative, mais juridiquement très compliquée, voire impossible. Donc, votre risque pénal, est-ce que c'est un risque théorique? Bien évidemment que non. C'est-à-dire, là, j'ai pris des illustrations des affaires les plus médiatisées. Par exemple, l'affaire qui était Toa, c'est Tati, donc le magasin qui s'était fait, où il y a eu une introduction frauduleuse et en soi, il y avait une vulnérabilité qui a été découverte par une personne qui a ensuite alerté Tati en disant il y a une vulnérabilité. Ils n'ont pas répondu ou n'ont donné pas beaucoup d'importance à ce qui a été dit. Il a mis ça sur un blog, c'est-à-dire ensuite ça a été relié bien évidemment par un média. Et Tati, du coup, a déposé plainte et ensuite il y a eu bien évidemment un jugement. La particularité de cette affaire, c'est que la personne a été relaxée. On a décidé que en soi, Tati n'avait pas assez protégé son système informatique et dès lors, il n'y avait pas d'accès et de maintien et de téléchargement frauduleux au niveau du système informatique. Et quand même venu l'affaire Bluetooth, qui est pareil, avec la différence que là, on ne s'était pas attaqué à une entreprise privée, mais qu'on était face à un opérateur d'intérêt vital. Donc, là, qu'est-ce qu'a dit la Cour de cassation, la Chambre criminelle? Elle a dit à partir du moment où vous n'avez pas été autorisé à accéder dans un système informatique, peu importe votre intention, c'est-à-dire qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous rentrez sous le coup de l'infraction
qui est défini à l'article 323-1 du Code pénal et vous êtes condamné. Affaire Pantera-Azaz, Appareil 2, elle est un peu plus drôle parce que c'est quelqu'un qui était rentré dans le système informatique de l'université pour modifier les notes de sa sœur. Bon, une extension un peu sympa du frère pour sa sœur, mais bon, pareil, aucun doute. Affaire Kiloger aussi, plutôt assez rigolo. C'était deux associés d'un cabinet qui étaient en divorce et dès lors, une a installé sur l'autre personne un keylogger. Le keylogger, qui est un logiciel qui permet en soi de récupérer toutes les données qui ont été tapées sur l'ordinateur. Là, pareil, on se retrouve sous le coup de l'infraction pénale. Et finalement, une décision très récente qui peut-être peuvent intéresser les DPO, les enquêteurs privés, les hackers éthiques, c'était dans le cadre employeur-employé, c'est-à-dire il a été demandé de regarder en source ouverte, c'est-à-dire là on est sur de l'OSINT, je ne sais pas si ça parle, Alexis l'a pas abordé, mais ce sont toutes les donc Open Source Intelligence, donc ce sont toutes les données qu'on peut retrouver en open source, c'est-à-dire on ne rentre pas dans un système informatique, typiquement ce qu'on va retrouver sur Facebook, Instagram, après bien évidemment des recherches un peu plus poussées. Donc, il était demandé de faire un fichage des salariés sur base de données OSINT. Et ce qu'a dit la Cour de cassation très récemment, elle a dit c'est une collecte de données illégale et elle a condamné la société. Donc ça aussi, il faut faire très attention parce qu'on peut être dans le cadre d'hacker éthique ou enquêteur privé, demandé de faire des missions de ce type, cependant très vite se retrouver sous le coup de l'infraction pénale. Finalement, qu'est-ce qui vous protège? Déjà, bien évidemment aussi, de savoir déjà se poser les bonnes questions qui vont venir après, mais c'est le contrat. Parce que à part la loi, elle est plutôt, vous voyez, il n'y a rien qui vous protège. C'est-à-dire la seule chose qui peut vous protéger, c'est le contrat avec la personne pour qui vous agissez ou les données que vous utilisez. Donc, vraiment, c'est pour ça, c'est un très grand, c'est-à-dire sans cadre contractuel, agir en tant que hacker éthique est complètement irresponsable, à part si on adore le risque et si un jour on veut voir des juges et un tribunal. Enfin, quelques bonnes questions à se poser avant qu'on commence une mission, ou peu importe, dès qu'aussi on navigue sur Internet et qu'on s'amuse un peu, c'est déjà, est-ce que j'ai un accès légitime au stade, donc au système informatique? Quelle est la limite de l'autorisation? Parce que même quand on a un contrat, il faut se poser les bonnes questions. Ensuite, quelle est l'origine des données que j'utilise, extraits en registre? D'où ils viennent? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des données personnelles? Est-ce qu'ils ont été volés? Est-ce que je les extrais directement du darknet? Est-ce que je les reçois de la personne légitime, est-ce que l'accord a été demandé, etc. Ensuite, quel usage je peux en faire qui m'a été autorisé et finalement, la confidentialité. Est-ce que j'ai le droit de révéler des informations publiquement? Si oui, lesquelles et comment? Donc, voilà, merci pour votre attention et surtout, encore une fois, s'il y a quelque chose à vous rappeler, c'était hacker éthique est un métier à risque pour des personnes responsables où on ne peut pas faire n'importe quoi. Très bien, merci beaucoup Diamel pour ta présentation. Donc si je comprends bien, la seule, façon d'exercer ce métier, c'est, de l'encadrer par un contrat et tout le reste, c'est à bannir, parce que les risques sont beaucoup trop importants pour les personnes qui, voilà, qui exercent ce métier. Je me pose cependant une question sur, je pense pas qu'on l'ait abordé, sur la pratique de bug, bounty. Je sais pas si vous avez vu, l'État, qui a lancé son deuxième bug bounty, public, pour son application donc France Identité Numérique. Je sais pas si vous êtes au Oui, courant si, oui. de cette initiative de l'État et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de cela? Alexis, est-ce que tu vas y participer? Et puis Diamel, tu penses que c'est une bonne chose pour l'État d'inviter donc tous les hackers éthiques, ouais, enfin, je pense que l'initiative est surtout pour les hackers éthiques et non pas pour les malfaiteurs. Mais est-ce que cette initiative peut présenter des risques d'un point de vue juridique
Voilà, enfin, en quoi ça peut aussi, le métier de hacker éthique peut aussi contribuer, participer à la protection, de la démocratie d'un État et des libertés, fondamentales, des individus. Je vais peut-être commencer pour y répondre. Donc, il y a France Identité aussi tout récemment. Il y a eu la billetterie des Jeux Olympiques aussi qui a été ouverte au bug bounty. D'abord, le bug bounty est un système de recherche de vulnérabilité ouverte, c'est-à-dire une société ou une entité d'État qui dit, voilà, je vous invite à trouver des vulnérabilités. Je vous rémunère en fonction de la criticité de la vulnérabilité que vous trouvez. Ce qui est intéressant, c'est surtout que l'État décide aussi de passer par une plateforme très connue dans le domaine qui est Yasuyak. Donc, c'est intéressant, ça peut aussi poser des questions en termes de souveraineté, pourquoi passer par une entité privée. Ce qui peut aussi s'expliquer par le fait que c'est très compliqué quand même d'attirer des talents. Déjà en cybersécurité, des talents comme Alexis et autres, juste pour l'État. Donc, à la fois, si on veut rapidement et bien sécuriser un système informatique, le bug bounty est passé par une plateforme qui a pignon sur rue et que juridiquement, tout est vraiment très carré. Donc, en soi, l'État accélère la sécurité informatique. C'est vraiment une bonne chose. Après, se pose évidemment la question de la souveraineté, parce que quand vous êtes sur IASUIAC, bien évidemment, vous invitez beaucoup de personnes à venir et on ne sait pas quelles sont les intentions, qu'est-ce qu'ils veulent voir, etc. Mais en soi, c'est toujours par rapport à l'objectif poursuivi et aussi le temps qui vous est consacré. Là, quand vous voyez la billetterie des Jeux Olympiques ou par exemple France Identité, sont quand même des programmes où vous ne pouvez pas vous permettre, ne serait-ce que sur court terme ou une courte durée, d'avoir des vulnérabilités critiques dans l'air. Donc, c'est quand même, là, vous invitez vraiment les meilleurs hackers qui sont dans l'univers cyber à venir et vraiment un peu fortifier votre système informatique. Donc, dans ce point de vue, c'est bien, c'est bien. Après, se pose bien évidemment la question de la souveraineté. Après, je sais pas ce qu'en pense Alexis de tout ça. Euh, je trouve que c'est le fait d'avoir en accès Bug Bounty, enfin voilà, en libre accès sous certaines conditions, euh, euh, des plateformes qui appartiennent à l'État, mais qui permettent, voilà, ça permet aux hackers de pouvoir trouver des vulnérabilités et que, en même temps, c'est gagnant-gagnant. C'est une relation gagnant-gagnant parce que non seulement ça sécurise en fait certaines applications euh, de l'État, mais en plus, le hacker éthique, il le fait dans un certain cadre où ça va pas porter préjudice en fait à l'État ni à l'application. Et donc, à partir de ce moment-là, le hacker éthique ramasse une prime sur la vulnérabilité qu'il a trouvée. Et en même temps, c'est gagnant parce que du coup, l'État peut porter les correctifs directement sur cette application. Oui, donc du coup, pour répondre à votre question, oui, c'est d'utilité publique et c'est une relation gagnant-gagnant, je trouve, que ce soit sur le plan du hacker comme sur le plan de l'État en question. Enfin, pour répondre à la question si je vais participer au programme de Bug Bounty concernant France Identité Numérique, je sais pas encore. J'ai pas mal de trucs dans le pipe, donc on verra. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec grand plaisir. Sécuriser, à la sécurité, aider à la sécurité de l'application France Identité. Enfin, j'ai une question pour Maître Bellaucci. Euh, si si voilà, il y a une société qui, par exemple, me contacte pour voilà, effectuer un test d'intrusion et qui me donne l'autorisation d'aller récupérer ou d'acheter, pourquoi pas, des données qui ont fuité sur le dark web pour m'aider dans le test d'intrusion auprès de cette société. Est-ce que c'est quelque chose de répréhensible sur un plan juridique ou pas? Déjà, c'est très malin d'utiliser ce webinaire pour gratter du conseil juridique gratuit. Ça, c'est bien joué. Non, en soi, c'est une question qui se pose de manière générale aussi, parce qu'en échangeant aussi avec des sociétés qui, par exemple, qui font la veille sur le darknet pour récupérer des données et aussi ensuite travailler ces données, donc des données volées, usurpées, qui ont fuité, et ensuite travailler ces données pour les donner, par exemple, aux forces de l'ordre, etc., pour mieux ensuite mener des enquêtes, etc.
il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Les Américains ont le droit, c'est-à-dire il y a des exceptions juridiques, les Français non. Et c'est un grand problème parce que du coup, on ne peut pas toucher à ces données. Donc ça, c'est de manière générale, déjà, il y a un grand problème par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment un problème législatif et politique qui doit être résolu parce que tout ce qui se retrouve sur le Darknet est quand même, c'est quand même très important comme nombre de données. Il faut exactement aussi monitorer et savoir ce qu'il y a dessus. Sur le cas particulier, c'est-à-dire une société qui demande, OK, les données de mes clients ont fuité, je veux savoir en fait quelles conséquences ça a pour mon site internet ou pour mon système informatique, s'ils peuvent y rentrer avec les données qui sont sur le darknet. Et Alexis, s'il te plaît, regarde ça. Très dangereux. Très dangereux parce que ce sont des données volées. Donc, si toi, tu y vas, tu les télécharges, c'est du recel de vol de données. Donc, il est constitué. Après, est-ce que le procureur va venir et t'es placé en garde à vue à 6 heures du matin avec les forces de l'ordre devant la porte? Je ne pense pas, mais quand même, l'infraction est constituée. Si ça se passe mal avec l'entreprise ou un client dit, ah, je remarque qu'on joue avec mes données, ben, peut-être ils vont repointer vers toi. C'est ça plutôt ce risque-là. Comment peut-être y remédier dans ton cas précis? Par exemple, dire à la société pourquoi vous n'allez pas les chercher, les données sur le Darknet, ou vous regardez qu'est-ce qu'il y a dedans. Ensuite, de toute façon, vous les avez déjà si vous avez fait une sauvegarde, etc. Et vous me donnez le fichier propre, c'est-à-dire vous me faites un nouveau fichier, donc qui n'est pas celui-là. Vous dites, nous, on pense que ce sont ces données-là qui ont fuité. On vous les donne, c'est la société qui vous les donne, c'est pas vous qui allez chercher sur le Darknet, vous les téléchargez. Et bien évidemment, il faut que ça soit contractuellement très bien défini. Après, il se pose aussi pour la société des questions au niveau RGPD parce qu'ils ont collecté ces données pour l'utilisation du site Internet, etc., et pas pour le donner à un hacker éthique pour faire du pen test. Donc là aussi, donc ça c'est une question de la société, parce que ça c'est important pour toi aussi, parce que si elle ne respecte pas les RGPD et toi tu utilises des données où tu sais que les RGPD n'est pas respecté, bim, tu te retrouves de nouveau sur un recel. Donc c'est très dangereux. Donc là l'idée c'est vraiment en soi ce qui est très important, c'est à partir du moment où il y a des questions, des missions d'une telle criticité qu'on soit alerte rouge, faut que je m'entoure, faut qu'on discute, mais c'est surtout pas à toi d'aller chercher sur le Darknet des données volées. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour ce conseil juridique gratuit. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, gratuits, c'est le moment, vous l'aurez compris. Donc merci à tous les 2. On arrive à la fin du webinaire. Je regarde rapidement le chat, je vois qu'on n'a pas de questions. Il y a quelqu'un qui nous dit: «Dans un monde digital en plein essor, la création d'un statut juridique des hackers éthiques s'avère nécessaire, je pense». Oui, effectivement, je pense que c'est la conclusion, sur, Oui, après, faire des statuts juridiques pour tout, c'est pas non plus pourquoi je plaide. C'est juste, faut savoir qu'on n'a pas de statut juridique. Après, faut juste qu'on voit, la Belgique a fait quand même un bon pas. C'est-à-dire, elle n'a pas consacré un vrai statut d'hacker éthique, mais juste fait en sorte que pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine et qui ne sont pas malveillants, c'est-à-dire la plupart, c'est-à-dire même quasi la majorité, parce que c'est ça aussi, comme tu en disais, le fantasme, c'est-à-dire de voir que des hackers malveillants en Suédois, mais ça c'est vraiment, c'est une infime minorité. La plupart, elles travaillent dur pour protéger les systèmes informatiques du monde économique et du monde dans lequel on vit. Donc, l'idée, c'est juste de voir, de changer ce prisme-là. Et la Belgique l'a fait, c'est-à-dire, elle a dit, OK, c'est vrai qu'en fait, c'est hacker. Et du coup, on amène, OK, si tu veux être bienveillant, de toute façon, tu l'es. Donc, juste fais. Mais ensuite, il y a des choses à respecter. Si tu le respectes, ben, on va pas venir t'inquiéter. C'est vraiment ça. Et en France, il manque cette petite étape. Pas besoin de dire statut éthique parce que faut toujours dire, on peut toujours pervertir un statut juridique et du coup faire du hacking éthique et de temps en temps franchir la ligne, etc. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment juste, OK, vous avez fait ça, vous avez ces modalités-là. Dès que vous faites ça, ensuite, s'il y a des poursuites, vous prouvez, j'ai fait ça, et ça s'arrête là. Donc, le modèle belge semble un bon exemple. très bien.
Merci beaucoup à tous les 2 pour, vos présentations et pour nous avoir, permis de mieux comprendre, ce que c'est un hacker éthique et puis de savoir comment on peut, l'exercer en toute, légalité. Si vous avez pas d'autres questions et je vois que dans le public, il y en a pas, je vous remercie encore une fois à tous les 2 et puis à notre public, à la communauté Jurisconfort et je vous souhaite un bon appétit et une, bonne journée. Merci à Merci, toi merci aussi. beaucoup. Merci. Au revoir. Bon Merci. appétit. Au Au revoir. revoir. Merci.